Alors, bonjour à tous. Donc, après avoir travaillé Baudelaire, nous allons conclure la séquence sur la poésie avec un dernier texte, un texte de Victor Hugo. Donc voilà le texte en question. Je vais vous le présenter et je vais vous faire d'abord une introduction et puis ensuite on va passer à une analyse. Alors, une image d'Épinal, c'est-à-dire un cliché, veut que le chant du poète soit une ode à la beauté, une célébration de l'amour ou de la nature. Mais on l'a vu, la poésie n'est pas toujours une célébration. Elle n'est pas toujours du côté solaire, du côté de la vie, du côté de la joie. Elle est parfois du côté de la déploration. Elle ose alors dire la noirceur de l'âme, elle ose évoquer, parfois crûment, la laideur, la disgrâce, la boue, évidemment, voire la mort. Nous avons évoqué la volonté chez Baudelaire de transformer, grâce à la poésie, la boue en or. Nous avons constaté que le projet de Baudelaire est d'oser écrire sur la part maudite du monde. Mais la figure du poète comme alchimiste, transformant la boue en or, n'est pas nouvelle. Et Baudelaire n'est pas le seul, ni le premier, à prétendre sauver par la magie des mots les êtres disgracieux, enfoncés dans la boue comme dans la mélancolie. En vérité, les poètes ont toujours abordé les thèmes les plus sombres. En vérité, l'idée d'une alchimie par le verbe, pour sublimer cette part maudite du monde, est consubstantielle à la poésie. Consubstantielle, ça veut dire que la poésie est par essence une volonté de transformer par la magie des mots les aspects négatifs du monde. Donc, dans le cadre du parcours de la boue alors, nous allons aborder donc, ce texte de Victor Hugo intitulé J'aime l'araignée et j'aime l'ortie. Nous verrons ensuite, en fonction du temps, deux autres textes, un texte de Corbière intitulé Le crapaud et un texte de Francis Ponge intitulé Ode inachevée à la boue. Mais pour l'instant, donc, on travaille sur ce texte de Victor Hugo, qui donc sera le troisième texte de la séquence sur la poésie pour l'oral. Donc, ce poème que vous avez sous les yeux est tiré du recueil Les Contemplations, publié en 1856. C'est un recueil important chez Victor Hugo, car il est marqué par la mort de sa fille, survenue accidentellement 13 ans plus tôt. Donc c'est un recueil dont la tonalité est tragique. Intitulé « J'aime l'araignée et j'aime l'ortie », ce poème se compose de 7 quatrains, alternant décasyllabes et pentasyllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et donc, décasyllabes, donc 10 syllabes, pentasyllabes, 5. Donc 10, 5, 10, 5, etc. Dans ce poème lyrique, Hugo exprime un véritable amour pour ces deux créatures que sont l'araignée et l'ortie. Or, ce sentiment nous paraît tout à fait paradoxal, étant donné la nature de ces deux êtres. Mais c'est justement pour sauver ces deux êtres maudits par les hommes, que le poète déploie toute sa force et toute la magie des mots. Alors, commençons donc par la dimension lyrique du texte. Alors, je vais m'approcher un petit peu, voilà. Donc, commençons par la dimension lyrique du texte. Je vous rappelle que le lyrisme, on parle de lyrisme, quand l'auteur exprime avec intensité ses sentiments et quand il les exprime à la première personne. Alors évidemment, ici, ce lyrisme apparaît de façon flagrante, dès les premiers vers. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il nous dit « j'aime l'araignée et j'aime l'ortie ».
Le verbe aimer, employé à la première personne, puis répété, puis opposé à la haine anonyme du on, j'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait, donc on a l'amour et la haine, nous fait entrer immédiatement dans le registre des sentiments. Par ailleurs, si vous regardez l'ensemble du poème, vous constaterez donc qu'il s'ouvre avec le verbe aimer et qu'il se clôt avec le mot amour. Donc je descends à la fin du texte et là, qu'est-ce qu'on voit? Le mot amour. Donc, tout le texte se trouve embrassé par l'expression de l'amour. La parole du poète est donc une parole personnelle, engagée et revendiquée comme telle. Le lyrisme se trouve renforcé. Donc là, on est vraiment dans le registre lyrique. Première chose. Alors, intéressons-nous donc à cet amour. C'est un amour évidemment qui surprend le lecteur, c'est un amour paradoxal, c'est un amour étrange, voire anormal, car l'araignée et l'ortie sont deux êtres condamnés par l'homme, accablés de préjugés négatifs. L'araignée déclenche à la fois une sorte de dégoût et de crainte chez beaucoup d'entre nous. Quant aux orties, même si la crainte et le dégoût sont moindres, personne n'aurait à l'idée de comparer, par exemple, l'ortie à la rose. Et pourtant, c'est justement ce que le poète nous invite à faire, c'est-à-dire, Victor Hugo nous invite à redonner à chaque être sa dignité et la part d'amour qui lui revient. Chaque être, c'est-à-dire, y compris les êtres les plus, repoussants, les plus sombres, les plus laids, comme par exemple l'araignée et l'ortie. Donc on va vers une dimension, en fait, d'un amour universel qui embrasse tous les êtres. Ça, c'est très important. Hugo éprouve une véritable compassion pour ces êtres, justement parce qu'ils sont maudits, parce qu'ils sont désignés par l'opinion comme des choses immondes. Ce poème a presque une dimension, on va dire, argumentative. Pourquoi? Eh bien parce que si vous regardez un peu précisément, là je l'ai mis en fluorescent, vous avez la conjonction « parce que » qui arrive 8 fois dans le texte. Et elle arrive sous la forme d'une anaphore, c'est-à-dire à chaque fois en début de vers. Donc ce parce que, qui revient sans arrêt, est comme en fait l'explication de cet amour paradoxal. Le poète nous dit « J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait, parce qu'elles sont maudites et chétives, parce qu'elles sont les tristes captives, parce qu'elles sont prises dans leur œuvre, parce que l'ortie est une couleur, etc., etc. » Donc on a presque une dimension, on va dire, argumentative. Ce n'est pas vraiment un texte argumentatif puisque c'est un poème, mais on peut dire qu'il y a une dimension argumentative. Donc le poète, comme je vous disais, veut redonner en quelque sorte une dignité à ces êtres-là, à tous ces êtres. Or, pour redonner de la dignité, il faut montrer que non seulement ces êtres sont vivants, mais qu'ils ont une âme, et qu'ils méritent donc d'être aimés. Le poète n'hésite pas à personnifier ces êtres en leur attribuant, par exemple, des souhaits. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait, et que rien n'exauce et que tout châtie leurs mornes souhaits. Donc, un souhait c'est un désir, c'est un rêve, c'est quelque chose normalement qui caractérise l'être humain. Ici, Hugo prête à l'araignée et à l'ortie des souhaits. Donc on a là une personnification. En même temps, donc cette personnification, le fait de prêter des désirs en quelque sorte à l'araignée et à l'ortie, c'est une façon de leur donner une âme.
à l'encontre de l'opinion commune, qui considère en fait que l'araignée et l'ortie sont presque comme des choses sans âme. Ici, Victor Hugo prend le chemin complètement inverse. Alors ce n'est pas la première fois qu'il fait ça en poésie, puisque dans un autre texte des Contemplations, il dit « tout parle ». Les vents, la flamme, l'arbre, le roseau, les rochers, tout vit. Et il rajoute « tout est plein d'âme ». Donc Victor Hugo, en fait, a une conception de la nature assez particulière. Il a une conception sacrée de la nature. Pour lui, tous les êtres ont droit à un identique respect et tous les êtres méritent d'être aimés. Pourtant, constate le poète, tout le monde châtie le pauvre insecte et la pauvre plante. On a le verbe châtier ici. Qu'est-ce que c'est que châtier? Châtier, c'est juger, juger et juger négativement. Ici, ça signifie que les gens, quelque part, pensent que ces êtres méritent notre haine et notre dégoût, en quelque sorte. Alors, pour évidemment s'opposer en fait à ce châtiment, à ce jugement et à cette haine, il va développer son argumentation. Alors, la première chose, c'est que Hugo ne nie pas la part négative liée à la nature de ces êtres. Mais cette part, pour lui, n'est qu'une fatalité. Une triste fatalité, mais une fatalité. Qu'est-ce que c'est qu'une fatalité? Eh bien, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Et ça doit, pour lui, ça doit motiver d'autant plus notre compassion. Explication. Où est-ce qu'on trouve le registre de la fatalité? On le trouve notamment ici, au vers 10, quand il nous dit « Ô sort fatal nœud ». L'idée, c'est que la vie, pour ces êtres, n'a pas été, comment dire, rien n'est décidé. Ces êtres, en fait, sont condamnés à l'obscurité. On voit au vers 13, voilà, parce qu'elles ont l'ombre des abîmes. Hein, que ce soit l'araignée ou l'ortie, elles vivent voilà, dans des anfractuosités de rochers à l'ombre des abîmes. De même, quand il nous dit, voilà, l'aspect répugnant, ce sont de noirs êtres rampants. Donc, l'idée, c'est que cet animal n'a pas choisi d'être un être rampant, un être velu, un être noir et sombre qui vit caché. C'est leur nature, et c'est une nature qui n'est pas choisie. Autre détail, alors, je cherche... Voilà, ils sont souvent aussi associés à la tristesse et au mal. On a, par exemple, au vers 7, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens. Donc il y a l'idée de tristesse. Au vers 4, leur morne souhait. Morne, ça veut dire triste aussi. Au vers 18, hop, voilà, au pauvre animal. Donc, il reconnaît que ces animaux, ces insectes, portent une dimension négative. Hein, morne, triste, pauvre animal. Un peu plus loin, au vers 21, on peut trouver le mot mélancolie. On peut trouver aussi, au vers 5, si on remonte, parce qu'elles sont maudites, donc ce sont des bestioles, des êtres maudits. Et donc je navigue un petit peu dans le texte, au vers 20, on a
le mot mal. Le mot mal, et un peu plus bas, hop, la mauvaise herbe, hein, la mauvaise bête et la mauvaise herbe. Donc, Victor Hugo ne cache pas, en fait, qu'il y a une part négative chez ces êtres. Mais cette part n'est pas choisie. Ces êtres sont victimes du sort, dans la mesure où elles n'ont pas choisi leur nature de prédateurs velus, par exemple, ou rampants, comme il le dit. L'araignée et l'ortie sont, il le dit, hein, captives de leur guet-apens, c'est-à-dire captives de leur nature. Le poète joue avec l'image de la toile d'araignée, qui est un piège, un guet-apens pour ses proies, mais c'est en même temps un piège pour l'araignée elle-même, puisqu'elle participe à l'image négative que nous en avons. De même, l'ortie pique, mais c'est malgré elle. L'ortie n'a pas choisi de piquer. Voilà, donc on a cette idée de bêtes, d'insectes, de plantes, qui ont une part négative, mais qui ne l'ont pas choisi. D'accord ? Le serpent n'a pas choisi de ramper, l'araignée n'a pas choisi de piquer, de même que l'ortie. Donc c'est ça la fatalité, hein ? C'est le fait d'avoir, de porter un destin négatif, mais voilà, sans l'avoir choisi. Alors dans la suite du poème, à partir de la 3e strophe, donc ici, Hugo évoque un autre animal maudit, le serpent. Alors plus encore que l'araignée, le serpent évidemment incarne le mal, puisque c'est dans la Bible l'incarnation de Satan, animal rampant, animal dangereux, animal qu'il faudrait écraser. Hein, c'est ce qu'il dira à la fin du texte. Mais il nous dit que l'ortie est une couleuvre. Alors, l'ortie est une couleuvre. Or, on sait que, en fait, la couleuvre, c'est un animal en vérité inoffensif. Donc, son statut, au fond, de bête dangereuse, hein, de bête qu'il faudrait écraser, hein, de mauvaise bête, est un statut qui est complètement injuste, qui est infondé, en fait. La couleuvre est inoffensive. Donc elle est accusée injustement, comme tous les autres êtres, d'ailleurs, hein, comme l'ortie, et comme tous ces animaux et tous ces êtres. En fait, il nous montre que très souvent, nous classons en fait ces êtres dans des catégories toutes simples, qu'on appelle voilà, la mauvaise bête et la mauvaise herbe. Sans trop de remise en question, on range, au fond, toute une catégorie d'êtres dans le mal. Alors, il utilise à nouveau la personnification pour désigner aussi l'araignée, puisqu'il dit « l'araignée est un gueux ». Ici, hein, donc 3e strophe, l'araignée est un gueux. Alors, qu'est-ce qu'un gueux ? Un gueux, c'est un mendiant, ou un clochard. Alors, en introduisant, en fait, cette figure du mendiant, le poète passe des animaux aux hommes. Mais le message, en fait, est le même. C'est-à-dire que, malgré l'aspect repoussant du clochard, celui-ci aussi a droit à la dignité. Et face à la misère, la compassion s'impose. Le clochard, évidemment, a droit à sa part d'amour, même si il peut être repoussant, laid, sale, etc. On sait que Victor Hugo est un poète qui a une forte sensibilité sociale. Il a toujours été du côté des marginaux, des exploités, des misérables. C'est même le titre de son roman le plus célèbre. Dès lors, on peut interpréter en fait ce poème
presque comme une fable de La Fontaine, où les animaux, en fait, désigneraient secrètement les hommes. L'araignée, l'ortie, la couleuvre, toutes ces figures représenteraient en fait des formes de marginalité. Comme le clochard, bien sûr, mais aussi l'artiste incompris, le vagabond, celui qui n'entre pas dans les codes de la bonne société. Donc, ce poème nous parle d'abord de la nature, d'abord de certains êtres qui sont maudits, comme l'araignée et l'ortie, ou le serpent, et puis, tout doucement, à partir du moment où il nous parle de cette figure du gueux, eh bien, il élargit en fait à l'humanité. Voilà, donc ça c'est pour les 4 premières strophes. Dans la prochaine vidéo,